Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture et ici il s'agit de Sorceleur tome 1, le dernier vœu. Il y a quelques temps j'ai acheté les 4 premiers tomes de Sorceleur d'un seul coup, j'ai pas juste acheté le tome 1 pour le lire et si j'aime bien j'achèterai la suite, non, je suis parti du principe que j'adorerais ce tome 1, que j'adorerais toute cette saga, donc je me suis dit autant acheter les 4 premiers d'un coup, c'était pas cher. Et pour l'instant, je ne me suis pas trompé, puisque j'ai vraiment, mais alors vraiment, bien aimé ce tome 1. Donc oui, là, en fait, le nom original de la saga, c'est Sorceleur. Mais comme c'est le livre... la saga tirée du jeu vidéo qui a inspiré le jeu vidéo qui a inspiré la série, blablabla, ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre The Witcher, parce que le jeu vidéo c'est The Witcher, c'est pas Sorceleur. Et la série Netflix aussi, c'est The Witcher. Mais le vrai nom, c'est Sorceleur. Donc vite fait, je vous lis la 4e de couverture que si j'ai pas trop la flemme au montage, il y a de grandes chances que je vous l'affiche là. Mais je ne vous promets rien. Gérald de Rive est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin. En ces temps obscurs, ogres, ghouls et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur, et Gérald est plus qu'un guerrier ou un mage, c'est un sorceleur. Au cours de ses aventures, il rencontrera une magicienne au charme vénéreux, un troubadour paillard au grand cœur. Et au terme de sa quête, peut-être réalisera-t-il son dernier vœu, retrouver son humanité perdue. Donc, le sorceleur, je crois qu'il y a 7 tomes, j'ai déjà les 4 premiers, et je ne vais parler que du tome 1, puisque je l'ai fini. Normalement, la vidéo, si je me débrouille bien, sortira ce soir, donc je peux vous dire que j'ai terminé ma lecture hier jeudi. Et donc, comme je le dis à chaque début de vidéo, commençons par le commencement, de quoi ça parle, tout ça, tout ça. Donc pour une fois, je donne toujours mon impression sur la 4e de couverture que je ne relis là que pour la vidéo. La moitié du temps, c'est une 4e de couverture mensonger, où il y a des éléments un peu mensongers. Mais là non, là tout va bien. La 4e de couverture est bien et n'exagère rien et ne dit pas de bêtises. Donc le premier chapitre de ces chapitres intitulé La voix de la raison, disséminé dans tout le roman. Je dis disséminé, vous comprendrez pourquoi, parce que la construction de ce roman est vraiment très particulier. Donc ça commence fort avec une scène de... une scène 2. Vous voyez un peu ce que je veux dire, une scène 2. Et déjà, quelle scène! Elle donne une leçon à toutes celles qui ont lu 50 nuances degrés et qui veulent faire pareil. Lisez cette scène. Franchement, lisez cette scène. Ça vous mettra sur la voie de la description sensuelle. Et surtout, non vulgaire. En tout cas, ça donne le ton. Et je vais peut-être vous en lire là une petite partie, si vous me permettez. Voilà. Je trouve que ça dit ce que ça a à dire sans être vulgaire, avec aucun mot sur ce thème-là. Je préfère éviter de dire ce mot parce que YouTube est toujours fortement chatouilleux sur ces thèmes-là, donc vous m'avez compris. Alors, c'est vraiment les 2 derniers paragraphes, hein. Elle ne reculait plus devant ses mains. Elle renversa la tête en arrière, secoua ses cheveux. Sa peau était fraîche et étonnamment lisse. Ses yeux, qu'il vit lorsqu'elle approcha son visage du sien, étaient grands et sombres comme ceux d'une ondine. Bercé, il sombra dans une mer de camomille, dont le calme disparut pour céder la place à la tempête de ses flots mugissants. Ils sont en train de ken. Et ça, c'est la description. Voilà. Si parmi vous, hein, parmi celles et ceux qui me regardent, il y en a qui ont lu 50 nuances degrés et qui veulent faire pareil parce que c'est devenu leur passion secrète et qui veulent écrire un roman de ce genre et ils n'y arriveront jamais, inspirez-vous de ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on excite les gens. Bref, trêve de conneries, même si je pense très fort ce que je dis, franchement, inspirez-vous plutôt de ce style-là pour faire des scènes sensuelles au lieu de lire des conneries comme 50 nuances degrés. L'écriture, le style d'écriture, c'est un style qui va droit au but, assez sec, mais aux descriptions quand même assez fournies malgré tout, mais quand même, on n'en a pas trop de descriptions. L'auteur nous donne juste ce dont on a besoin, c'est un style qui je trouve est vraiment fait pour l'action.
Les chapitres, alors la voie de la raison, dans ces chapitres que nous avons entre chaque nouvelle, donc un chapitre, une nouvelle, un chapitre, la voie de la raison, une nouvelle, etc. Nous avons Geralt donc Geralt de Rive, le héros, que vous pouvez voir là pour ceux qui ne connaissent pas, qui se repose au temple de la déesse Mélitel. Pourquoi ici puisque Geralt est un athée. Parce qu'il connaît bien la grande prêtresse du lieu et qui est une super guérisseuse et l'une de ses bonnes amies, en tout cas à ce que j'ai compris. L'idée de ce roman, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est Geralt pendant sa convalescence qui raconte ses aventures que sont les 6 nouvelles. Tout simplement, je vois ce roman comme une mise en bouche, une présentation de Geralt, son caractère, ses pouvoirs et surtout son univers, l'univers dans lequel nous baigne l'auteur. Une préparation pour la vraie histoire qui arrivera dans les romans suivants, je l'espère. Ouais, donc c'est les chapitres qui racontent ça, et les nouvelles, ce sont les aventures qui sont racontées. C'est Geralt qui raconte ses petites aventures sous forme de nouvelles, et les chapitres, c'est sa convalescence, c'est son repos. Je le vois un peu comme ça, comme un Geralt qui se repose, et il se pose en mode conteur d'histoire. Commençons par la première nouvelle, qui s'intitule Le Sorceleur, tout simplement. Le monstre qui est au milieu de ce roman, c'est la Strige. Vous apprendrez, j'ai pas envie de vous la décrire. Donc c'est un monstre, j'allais dire assez basique, mais on a vu plus horrible, hein. On commence par le commencement, ce qui est normal. C'est l'histoire d'un monstre qui ne sort pas de son château. Il ne sort de son château qu'à la pleine lune. Les habitants lui font l'offrande de 2 ou 3 brigands en espérant à chaque fois que ce sera suffisant, qu'elle ne poussera pas sur le village pour aller buter les habitants, que les 2 ou 3 brigands qui lui donnent en offrande sera suffisant pour la calmer. Le dirigeant du bourg fait donc appel au sorceleur pour régler le problème. Cependant, il y a un souci. Ce monstre, c'est sa fille, la fille du chef du bourg, qui a subi une malédiction. Il ne faut donc pas la tuer. Je trouve que c'était un bon choix que de mettre cette nouvelle en premier. Il y a tout pour que nous puissions faire connaissance avec Geralt. Il y a un monstre, de l'action, un choix moral à la fin à faire. Comment va-t-il s'en occuper? Est-ce qu'il va la tuer? Est-ce qu'il va pas la tuer? Parce que les sorceleurs tuent les monstres. Ça n'arrive jamais qu'on leur demande juste d'assommer un monstre ou de le laisser en vie, en tout cas à la fin. C'est complet, mais pas trop. Ça met en appétit pour la suite. Donc je vais faire très vite hein, pour vous parler de ces petites nouvelles à chaque fois. Je vais vraiment pas m'éterniser. J'ai tout bien aimé. Franchement, cette première nouvelle, c'est vraiment ma préférée parce que on plonge dans cet univers, c'est le début et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est vraiment mode chasseur de monstres et ça, j'ai vraiment kiffé. La deuxième nouvelle, s'intitule Un grain de vérité avec le monstre Nivelaine. Alors c'est une nouvelle inspirée de La Belle et la Bête, oui, parce que ces nouvelles, pas forcément toutes, mais les 3/4 d'entre elles sont inspirées des contes. Il y a, en tout cas pour celle-là, c'est La Belle et la Bête, je vous dirai les autres. Après, cette nouvelle est assez similaire à la première, donc un monstre dans une grande demeure, sauf que cette fois c'est par hasard que Geralt tombe sur cette demeure. Ici c'est plus intéressant parce que le monstre a ses crises existentielles. Déjà le monstre c'est un humain transformé, il sait parler, et il a ses problèmes, voilà comme je le disais, ses crises existentielles. En plus, le combat est plus intéressant, et on en apprend plus sur ses méthodes de combat. On commence vraiment à arriver avec la petite leçon de fin d'histoire. La troisième nouvelle, ça s'intitule Le moindre mal. Là par contre, ça devient vraiment cool. Donc c'est inspiré de Blanche-Neige et les 7 nains. Je ne vous dirai pas en quoi, mais il y a un petit fond, alors quelques chouilles dans l'histoire tirées de Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a 7 nains, il y a une meuf qui vit avec des nains, vraiment il y a quelques petits trucs, quelques éléments de l'histoire qu'on voit dans l'animé de Disney. Mais c'est vraiment pas le centre du roman, il y a une vraie histoire, c'est pas un copier-coller. Donc je disais là, ça devient vraiment cool. C'est avec cette nouvelle qu'on apprend comment Geralt est devenu le fameux boucher de Blaviken. Donc moi qui ai joué à The Witcher 3, à The Witcher 2 même, j'ai testouillé un peu The Witcher premier du nom,
que je n'ai pas vraiment joué, j'ai juste fait un peu le début vite fait. Donc Geralt est surnommé le boucher de Blaviken, et je me suis toujours demandé pourquoi. Je n'avais pas lu les bouquins, je n'avais pas assez exploré les jeux vidéo pour vraiment savoir pourquoi. Et effectivement, il a pas fait dans la dentelle. Le sujet de cette nouvelle, c'est le moindre mal. Que choisir dans une situation délicate, le pire ou le moins pire? Est-ce que ça vaut la peine de choisir le moindre mal? Là est la question, et Geralt, lui, a fait son choix. Donc je vous invite à le lire pour savoir quel a été son choix. Quatrième nouvelle qui s'intitule Une question de prix. Ici, j'ai trouvé cette nouvelle vraiment moins bien que les autres. C'est celle que j'ai le moins aimée. Non pas que c'est mauvais, bien au contraire, mais ça traîne un peu en longueur, mais ça s'énerve quand même d'un seul coup sur la fin. C'est une histoire de princesse à marier avec un prétendu inattendu qui arrive au bout d'un moment, qui débarque. Évidemment, comme on est dans le monde du sorceleur, il y a des barbares, de la grosse bouffe, des complots. C'est pas inintéressant, mais c'est un peu long. La cinquième, c'est le bout du monde. Ici, c'est encore un autre sujet qui est abordé. Au début, c'est qu'une petite histoire de monstres qui dérangent les paysans. Mais ça tourne par la suite en problème d'immigration et de conquête de territoire par les hommes. Ça soulève des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde réel. Je trouve que voir ce genre de problème soulevé dans un monde de fantasy, ça fait voir les choses de l'extérieur, et donc sous un autre angle, un autre point de vue, ce qui peut nous faire relativiser sur les situations de ce genre qu'il y a chez nous. Ça peut faire changer des avis. Donc n'hésitez pas à lire celui-là. Encore une fois, il est un peu long, comme moi j'ai trouvé un peu long, mais il est vraiment très bien écrit, c'est vraiment top, et ça soulève de sacrés problèmes. Le dernier est le meilleur à mon goût, s'intitule eh bien Le Dernier Vœu. C'est cette nouvelle qui a donné son nom au roman, et c'est certainement l'aventure la plus compliquée que Geralt ait eu à mener. Et là voilà, donc voilà la nouvelle, je disais, qui a donné son nom au livre, je lis mes notes. Le Dernier Vœu, c'est encore une fois une histoire inspirée d'un conte. Ici, il s'agit d'Aladin. C'est une histoire de génie sorti de sa prison, lequel accorde 3 vœux avant de connaître la liberté. C'est aussi dans cette nouvelle que nous faisons la connaissance de Yennefer de Wengerberg. Et croyez-moi, même si elle plaît à de nombreux hommes, je parle vraiment du livre, pas du jeu vidéo ou de la série, elle n'est pas si belle que ça. Geralt nous décrit nombre de ses défauts. Il ne nous la dépeint pas, excusez-moi, comme une beauté suprême, au contraire, mais comme une femme qui a énormément de charme. Alors, vous allez me dire oui, mais Yennefer, au début, elle n'était pas belle, c'est grâce à la magie qu'elle est devenue belle, qu'elle a changé son corps, qu'elle s'est transformée. Billy, calme-toi. Je connais l'histoire de Yennefer. Je sais ce qu'elle était au début, ok. Mais là, Yennefer est déjà bien transformée, c'est une mage surpuissante, elle a déjà changé son corps, tout ça, la transformation est faite. Mais malgré tout ça, Geralt ne nous la dépeint pas comme une beauté suprême, comme je disais, au contraire, mais comme une femme qui a du charme, des belles formes de femmes extrêmement intéressantes, mais qui a énormément de défauts. C'est pas la beauté suprême qu'on nous vend dans les jeux vidéo, et même parfois dans les derniers épisodes de la série. Que je n'ai pas vu, mais il paraît qu'elle est belle dans les derniers épisodes de la série. Mais il faut que je regarde cette série. Mais je voulais en fait lire les livres avant d'attaquer la série. Mais on m'a dit que Yennefer, ça commençait à envoyer du pâté à la fin de la première saison. Si ce qu'on m'a dit est vrai. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Vous êtes là pour ça. Mais oui, ça m'a étonné, donc elle plaît beaucoup, mais c'est plus une femme charmante qu'une femme belle. Chose que j'ai vraiment appréciée. Cette nouvelle ne manque pas d'action, c'est plein de magie et de coups de pied au cul. Point de philosophie ici, c'est juste l'histoire de la rencontre entre Geralt et Yennefer, et c'est déjà pas mal. En bref, car oui, c'est déjà la fin de la vidéo, c'est un roman introduction qui introduit, je l'espère, quelque chose de beaucoup plus sympa, une écriture qui va droit au but, et un monde qu'on a envie de découvrir encore et toujours plus. Une super lecture que j'ai envie de prolonger avec le tome 2, mais que je ne vais pas pouvoir faire tout de suite parce que j'ai quand même une palle longue comme 3 fois mon bras, et donc va peut-être falloir accélérer un peu le mouvement.
Merci à tous d'avoir regardé ce retour de lecture, pardon, jusqu'au bout. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'ai vu sur Babelio un petit peu les mauvais commentaires des gens qui comprenaient pas, qui disaient ah là là, les chapitres ils ont aucun lien entre eux. Bah oui, c'est des nouvelles, connard. À un moment, il faut que les gens apprennent à lire les livres pour ce qu'ils sont. Vraiment, je fais mon petit coup de gueule à la fin parce que les gens regardent rarement les vidéos jusqu'à la fin. J'en profite. Les gens sont bêtes. Il faut apprendre à prendre. Il faut apprendre à prendre les livres comme ils sont. C'est une suite de nouvelles. The Witcher. C'est pas un long roman, c'est une suite de nouvelles, ça se veut comme une suite de nouvelles, il faut savoir interpréter les choses comme elles le sont, c'est pas parce que vous ne vous attendiez pas à ça que c'est forcément mauvais, bien au contraire. Donc les débiles qui ne savent pas réfléchir et qui éteignent leur cerveau en lisant, allez vous coucher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à la partager. Facebook, Twitter et Instagram, les liens seront dans la description, ainsi que les liens pour vous abonner à ma page auteur Facebook et Instagram, ainsi que les liens où vous procurez mon premier roman Dirty Work, Funeste Avidité. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour le prochain retour de lecture qui sera le carnet des rancunes de Jacques Expert. Cette fois, je ne vous demande pas votre avis sur Instagram, je me suis décidé tout seul. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.